L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart encore sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Et c'est marrant, parce qu'on sortait d'une bonne série de vidéos qui racontaient la saison, le terrain, mais là sur le canal, vous m'avez remis direct dans la sauce des trades et je capte le message. La deadline arrive, on veut savoir qui va bouger, qui doit bouger et qui ferait mieux de rester calme. À 2 semaines de la date limite, ça sent déjà les coups de fil à minuit et les rumeurs éclatées qui popent de nulle part. C'est pour ça qu'il faut remettre ça au clair. Mais avant qu'on commence, petite parenthèse, comme d'hab, si vous voulez garder la main sur les prochains sujets, ça se passe sur Instagram, vous le savez. J'y poste les sondages le week-end, vous votez et moi je construis l'épisode que vous avez choisi derrière. Et tant qu'à faire, pour ne rien manquer de la deadline et de toute l'actualité qui est à venir, abonnez-vous ici aussi sur YouTube. Ça apporte de la grosse force à la chaîne et vous, ça vous permet de louper aucune vidéo. Mais pour revenir à aujourd'hui, on va faire simple, on prend la conférence Est et on déroule équipe par ordre alphabétique de la ville. L'idée, c'est de vous dire ce que je ferai à la place des GM concernés d'ici la deadline de février. Acheter, vendre ou juste corriger 2-3 trucs sans non plus sombrer dans le mode panique. Parce que la deadline, c'est pas juste un moment où on fait du shopping chill, non, ça peut être un moment aussi où on choisit des directions qui peuvent être importantes pour l'avenir. Alors cette semaine, on fait l'Est, la semaine prochaine, on fera l'Ouest, et ensuite, à l'approche du 5 février, on aura toute la ligue et toutes les rumeurs sous la main. Bref, c'est le moment d'y aller, installez-vous bien, prenez une bonne boisson chaude pour rester focus, nous on lance ça tout de suite. Bon, on commence cette vidéo avec Atlanta, parce que leur deadline, elle peut être beaucoup plus intéressante que ce qu'elle peut en avoir l'air au premier coup d'œil. Atlanta, c'est la franchise entre deux eaux par excellence. Depuis le 7 janvier et le trade de Trae Young, leur saison a changé de nature. On bascule sur un basket plus collectif, plus solide. Jalen Johnson devient le centre de gravité, et derrière, t'as des extérieurs qui mettent de la densité. Le souci, c'est la santé de certains. Porzingis n'a pas réussi à enchaîner depuis le début de la saison, et quand ton intérieur censé écarter le jeu est absent, ton identité n'est pas du tout la même. Pourtant, malgré cette situation, je pense qu'il faut arrêter avec l'idée que les Hawks cherchent un pivot titulaire. Parce que le vrai sujet, c'est Okongwu. Il est en train de s'installer pour de bon. On est sur une saison autour de 16 points, 8 rebonds, plus de 3 passes avec des minutes de vrai titulaire. Donc non, l'idée c'est pas de reprendre un pivot pour le remplacer. L'idée c'est de lui enlever du poids. À Atlanta, on cherche un intérieur de rotation fiable. Un mec genre André Drummond par exemple peut faire l'affaire parmi les profils qui me semblent accessibles. Beaucoup de rebonds, un peu de protection de cercle et même un petit shoot dans le corner qu'il a développé cette année. Ça peut apporter encore un autre profil selon les match-ups, surtout quand Porzingis n'est pas là. 20 minutes propres, 25 quand il faut, et d'un coup la raquette pourrait mieux tourner. Et clairement, moi à leur place, à part ce petit ajustement, j'aurais tendance à ne pas trop m'affoler. Ouais, si je suis Atlanta, je fais pas trop le malin. Pas de course à la star à cette deadline, sauf truc totalement hors marché. Je vais juste voir si je peux trouver un pivot de rotation fiable maintenant pour arrêter de jouer sur le fil dès que Porzingis manque et pour préserver Okongwu. L'idée c'est de garder ses vraies cartouches pour l'été quand le contrat de McCollum touchera à sa fin, et selon ce que ça donnera à la free agency. En attendant, la deuxième partie de saison doit permettre de répondre à une question. Qu'est-ce que vaut vraiment ce groupe autour de Johnson et Okongwu sur des matchs qui comptent ? Donc ouais, vous l'avez compris, je serai le GM d'Atlanta, je ne ferai pas grand chose lors des semaines à venir, à part vraiment gros coups qui se présenteraient à moi. Alors maintenant on va parler de Boston, pas du tout une équipe qui doit changer de cap, mais plutôt une équipe qui pourrait verrouiller 2-3 détails afin d'arriver en play-off plus serein. Malgré l'absence de Jason Tatum, les Celtics restent dans le haut de l'Est et jouent comme une équipe qui veut gagner maintenant. Leur force c'est que le système tient debout même sans la star, la hiérarchie a bougé, Jaylen Brown est le moteur, et la nouveauté c'est Anthony Simons. Il apporte un gros punch offensif et possède un contrat expirant autour de 27 millions, donc une vraie pièce de trade qui peut avoir de la valeur si Boston veut renforcer un poste précis. Et s'il y a move du côté du Massachusetts, il ne doit être fait en gardant qu'une seule chose en tête, les playoffs. Et le nerf de la guerre pour eux aussi, c'est la raquette. Boston a souvent été obligé de jouer petit, et même si Quetta a été une bonne surprise sur certains match-ups, ça peut devenir fragile. Il faut des rebonds, de la présence au cercle et un intérieur capable d'encaisser le combat physique sur 7 matchs. Donc l'idée, ce n'est pas d'empiler des options. L'idée, c'est un pivot fiable, du style d'Aaron Sharp des Nets, qui peut sortir 20 à 25 minutes propres en post-season. Un pivot qui protège le cercle un minimum, tient le rebond et qui ne détruit pas l'attaque. Franchement, je pense que ça
ça peut se trouver. Et c'est là que la question devient intéressante. Est-ce que tu te mouilles pour tenter un vrai move, ou alors est-ce que tu restes patient en te disant que tu vas peut-être récupérer Tatum plus tard dans la saison? Pour moi, là aussi, Boston doit rester calme, ne rien précipiter. Tu peux chercher un intérieur calibré pour les playoffs, mais tu refuses de payer le prix d'un All-Star pour un pansement. Et si tu lâches Simon, c'est uniquement pour un pivot qui change vraiment ton niveau, pas juste pour bricoler, parce que son scoring te gagne des matchs quand Tatum n'est pas là. Donc si je suis Boston, je tente un vrai bon coup au poste 5, et si le marché s'emballe, inutile de trop s'enflammer, tant pis, je garde mes cartouches et je vis avec ce point d'interrogation en playoff. Bon, pour la suite, on parle de Brooklyn, une équipe pour qui la deadline doit plus servir à construire qu'à réparer. Les Nets, ils ne sont pas dans une logique on se renforce pour un run, ils sont dans une saison de tri et de recherche de hiérarchie. Il y a des séquences propres où ça défend et ça joue juste, mais surtout il y a d'énormes trous d'air, trop pour être consistant pendant 48 minutes. Pour moi, Brooklyn n'a pas vraiment un problème de poste, comme je le lis souvent, mais plutôt un problème de cap à suivre, de direction, et la deadline pourrait servir à rendre cette direction plus nette. Et du coup, la question n'est pas qui on achète, mais plutôt qu'est-ce qu'on transforme dans le roster. Brooklyn a un avantage énorme par rapport à pas mal d'autres concurrents, la flexibilité. Ça compte, ils peuvent absorber des salaires, faciliter un trade, prendre des contrats lourds et en échange récupérer des tours de draft. C'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est bien comme ça justement que tu construis ton avenir et que tu peux devenir riche en assets. D'ailleurs, de ce qu'il se dit, le téléphone pourrait beaucoup sonner à propos de Nick Claxton. Un pivot mobile, ça intéresse toujours les équipes qui visent avril-mai. Sauf que Claxton, tu ne le lâches pas pour le plaisir. Si tu le bouges, il faut une offre qui accélère ton rebuild, rien d'autre. Là du coup, pour moi, tout se joue sur la valeur de la contrepartie, pas sur l'idée de le bouger à tout prix. Et à côté, il y a un autre gros dossier, Michael Porter Jr. Il produit comme un scoreur de très haut niveau, avec de l'efficacité et un profil rare sur le marché. Donc oui, tu décroches quand on appelle, mais tu annonces la couleur tout de suite. Si tu le bouges, c'est pour une contrepartie qui change ton futur, pas juste un package propre qui te fait juste plaisir sur le papier. C'est pour ça que malgré le déséquilibre apparent du roster, il y a un monde où ça ne bouge pas du tout à Brooklyn, et s'il n'y a pas de grosse offre, ça ne sert à rien de s'affoler. Moi si je suis GM, perso, je garde Claxton sauf offre complètement démente. Je mets MPJ sur le marché, mais uniquement si on me surpaye. Et surtout, j'utilise ma flexibilité. J'absorbe un mauvais contrat contre des choix de draft. Je facilite des trades à 3 équipes. Je transforme 2 vétérans utiles en second tour et je donne des minutes réelles aux jeunes pour finir l'année avec une hiérarchie lisible. L'objectif, c'est pas de gagner 6 matchs de plus. L'objectif, c'est de sortir de février plus riche en assets et avoir une vision beaucoup plus claire sur les joueurs qui comptent vraiment dans le projet futur. Ok, place à Charlotte maintenant, un projet où faut garder la tête froide parce que très vite, tout peut partir en vrille. Les Hornets, c'est pas une équipe à un move du titre, c'est une équipe qui vit sur des séquences. Quand la mélo est là et que le ballon circule, ça peut jouer vite, ça peut empiler des runs, et Miller comme Bridges te donne une vraie menace sur les ailes. Le souci, c'est l'autre côté du miroir. Dès que la santé ou la constance te lâche, tu redeviens fragile, notamment dans la peinture, et à l'intérieur, tu as de l'énergie, mais toujours pas le mec qui stabilise 25 minutes propres quand le match devient physique. Et à Charlotte, pour moi, le mot d'ordre pour cette deadline, ce sera une volonté d'équilibrer les postes. Le besoin numéro 1, c'est un intérieur 4-5 qui verrouille 2 trucs simples, rebond défensif et protection du cercle. Pas besoin d'un pivot à 20 points, il leur faut un gars en mode Nick Claxton qui te fait gagner des possessions, qui dissuade et qui ne se fait pas sortir du terrain car il ne sait pas défendre sur un pick and roll basique. À côté de ça, s'il peut mettre un tir ouvert de temps en temps, même à petite dose, c'est jackpot pour donner de l'air à Lamelo et à Miller. Maintenant, la question, c'est pas vraiment qui on veut, mais plutôt qui on accepte de sacrifier en échange. Pour moi, Lamelo, tu n'y touches pas, point. Tu ne vends pas le visage de ta franchise alors que t'as même pas eu une saison normale pour juger de son duo avec Miller dans un cadre stable. Par contre, tu peux bouger autre chose. Sur tes guards, tu peux écouter certaines offres. Sexton, par exemple, c'est le genre de profil qui peut dépanner une équipe tout de suite. Treman peut aussi servir dans un montage si tu veux clarifier ta rotation. Bridges, tu écoutes uniquement si quelqu'un arrive avec une vraie offre, du lourd, pas des pièces tièdes. Et l'objectif, c'est simple. Soit tu récupères un intérieur qui stabilise, soit tu récupères des pics de draft. Mais hors de question de faire un move juste pour faire un move. Ma ligne de conduite, si je suis Charlotte, je vends Sexton, j'écoute les offres pour Man et je cherche un intérieur sérieux type Nick Claxton. Et surtout, je garde un truc en tête, éviter le gros coup en mode all-in, même si ça peut être tentant, qui peut exploser ton futur. Cette équipe, et je finirai là-dessus, elle a besoin de tester des trucs sur cette deuxième partie de saison. Voilà pourquoi j'attendrai cet été avant de me fixer définitivement sur la direction à suivre et peut-être à ce moment-là de tenter ce fameux gros coup. Allez maintenant Chicago qui représente vraiment l'archétype de l'équipe qui se situe dans la zone grise. Ça peut jouer juste pourtant les Bulls, ça peut faire de gros runs offensifs, mais dès que le match devient physique et que ça attaque le cercle, tu sens que ça manque de dissuasion et de stabilité dans la raquette. Et surtout, leur effectif crie un truc très simple à la deadline. Ils ont des contrats faciles à bouger, donc ils ont une opportunité rare de transformer une saison moyenne en vrai capital pour la suite. Parce que si tu laisses passer février sans bouger, tu prends le risque de perdre de la valeur pour rien et de rester coincé dans le même entre-deux pour toujours. Et là, ce que je pense, c'est que Chicago doit arrêter de se raconter des histoires au bout d'un moment. Le vrai sujet à Chicago, c'est pas de faire un coup d'éclat, c'est de choisir une vraie
direction à suivre. Guidi est traité comme une pièce centrale et ça change tout. Derrière, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent intéresser des équipes de haut de tableau. Vucevic parce que c'est un pivot qui peut scorer et ouvrir le jeu. Kobe White parce qu'il apporte une vraie étincelle et que son contrat le rend très attirant. Dosunmu et Huerter parce que ce sont des role-players qui s'intègrent vite dans une équipe qui a des ambitions. Et aussi Zach Collins parce qu'avec son contrat expirant, il peut servir dans un montage selon les besoins. Sur White, on sent qu'il y a un marché en plus, et Chicago risque de demander cher, normal. Faut profiter de ça, et si tu le vends, il te faut du capital de draft en échange, ou au moins un jeune avec un gros potentiel. Tu ne veux pas juste des éléments un peu bof qui font bien sur le papier, mais qui sont là juste pour dire que t'as bougé. C'est pour ça que les concernant, je vais dire clairement ce que je pense, sinon on va tourner en rond. Si je suis Chicago, je vends, mais proprement. Je mets Vucevic sur le marché en priorité, je teste très fort la valeur de Kobe White sans le brader, et j'essaye de monétiser au moins un des deux parmi Dosunmu ou Huerter. L'objectif, c'est pas de se mettre à tanker pour tanker, c'est de sortir de la zone grise, de donner encore plus de responsabilités à Guidi et Bouzeli, c'est d'arriver à l'été avec plein d'assets et une direction claire pour la suite. Ouais, j'en ai vraiment marre de ce ventre mou chez les Bulls, donc il est temps de passer à autre chose, même si j'ai l'impression de dire ça chaque année. Ok, Cleveland maintenant, et le vrai sujet pour eux, c'est comment on arrive en avril avec une attaque qui est mieux rodée quand ça devient compliqué. Parce qu'en saison régulière, Cleveland peut te gagner des matchs avec le talent, Mitchell peut te sortir un run qui sauve la mise, Garland peut tenir un match à la main, Mobley et Allen te donnent une base défensive, mais en playoff, tu le sais, tout ralentit, les espaces disparaissent, et là tu retombes sur la même question. Quand le plan A tombe à l'eau, est-ce que ton attaque a un plan B simple qui te donne des points sans forcer ? C'est pour ça que si je suis les Cavaliers, je cherche une chose précise, une pièce qui te fluidifie et te stabilise le jeu sur demi-terrain tout de suite. Max Strus n'a pas encore joué un match cette saison et ça se sent, son profil manque atrocement. Et vu qu'on ne sait pas encore à quel niveau il va revenir, ni quand exactement, je chercherai un joueur pour compenser. DeAndre Hunter, Jalen Tyson et Sam Merrill font ce qu'ils peuvent, mais je trouve que ça manque de certitude. Ce que je veux, c'est un extérieur capable de prendre 2 dribbles et finir une action sans que ça devienne une aventure. Ça peut être un tireur fiable, du style Luke Kennard, qui oblige la défense à rester collée à lui, un mec qui te fait gagner 2 possessions par carton juste parce qu'il ne panique pas. C'est souvent ce genre de profil qu'il faut en play-off pour passer un cap. Je n'aurais aucun mal à lâcher LaMelo Ball et son contrat expirant en échange, vu que jusque-là j'ai l'impression que la greffe a du mal à prendre dans l'Ohio. Du coup ouais, la deadline de Cleveland, il faut qu'elle se montre efficace, sinon je préfère qu'elle reste calme, plutôt sobre. Tu fais un move uniquement si tu trouves la bonne pièce au bon prix, sinon tu ne touches à rien, tu sécurises la santé, tu stabilises les rotations, et tu gardes l'été pour les gros ajustements quand tu verras exactement ce qui manque sur une série, pas sur une impression. Moi, si je suis Cleveland, je tranche comme ça, je tente d'échanger Lonzo contre un ailier de plus, et si le marché demande trop, je ne panique pas, je garde le noyau et je mise sur la continuité jusqu'à l'été. Allez, maintenant Détroit, un dossier riche, prometteur, vu le classement de l'équipe, mais qui est pas forcément pressé. Parce que les Pistons ne sont plus en mode laboratoire, ils sont installés tout en haut de l'Est avec une identité claire autour de Kate Cunningham et une base intérieure, Duren Stewart qui te donne du rebond et de l'impact tous les soirs. Le problème pour moi, c'est que Détroit peut encore vivre parfois sur des tirs trop difficiles et n'a pas toujours assez de volume à 3 points pour punir les gros match-ups de play-off. Et ça, à mon sens, c'est exactement le genre de détail qui peut te coûter une série. Du coup, la deadline, ça doit pas être un coup de poker, et là j'ai déjà une idée en tête. Max Christie, un arrière jeune, énergique, capable de mettre des 3 points à gros volume et assez mobile pour survivre en défense. C'est pas une star, mais c'est le genre d'ajout qui fait passer ta rotation de belle à vraiment sérieuse. Pour un joueur comme lui, en plus, Détroit possède un joker très rare, une grosse trade d'exception, qui permet d'absorber un contrat sans forcément renvoyer un salaire en échange. Ça peut valoir le coup de l'utiliser si les Pistons arrivent à trouver le profil le plus cohérent. Vous captez le truc, Détroit n'a pas besoin de rêver trop vite, juste d'être malin et pragmatique. Si je suis les Pistons, je ne touche pas au noyau, Cade, Duren, Ossar, Holland, c'est la base, même pour un gros joueur, et je ne lâche pas un premier tour juste pour un nom qui brille. Je fais un move propre, un seul pour un extérieur qui défend et qui met ses tirs avec régularité. Puis si le marché part en vrille, je ne bouge pas, c'est mieux que de faire n'importe quoi. Je prends l'expérience des playoffs et je reviens après avoir vu le vrai niveau de l'équipe sur cette post-season. Bref, maintenant on enchaîne avec Indiana, et là-bas, cette trade deadline peut avoir une saveur très différente. Le point de départ, il est brutal, Tyrese Haliburton est out pour toute la saison, et derrière, Indiana est secoué par d'autres pépins. Résultat, leur saison a changé de nature de façon bien violente pour une équipe qui sort des finales NBA. À mes yeux, ils ne sont plus dans un délire on surréagit pour gratter quelques victoires. Ils sont dans un truc plus froid, préparer une équipe cohérente pour le retour d'Ali, sans essayer de bricoler n'importe quoi pour sauver les meubles cette année. Et c'est pour ça que leur besoin, pour moi, il est hyper lisible en ce moment. Depuis le départ de Miles Turner, Indiana vit sans vrai point d'ancrage au poste 5, et en NBA ça se paye, rebond, dissuasion au cercle, écran, minutes stables quand ça devient physique. Il y a un gros trou à Indianapolis, et le message est clair, il faut observer le marché des pivots. Ce qu'ils cherchent, c'est pas une star, c'est un titulaire fiable, ou au minimum un pivot qui a le potentiel pour le devenir l'an prochain quand Haliburton reviendra. Maintenant la question c'est le prix, parce que si tu sors trop le chéquier, tu peux très vite te tirer une balle dans le pied.
Dans les bruits qui courent, t'as deux pistes qui reviennent souvent. La piste d'un mec style Daniel Gafford que tu peux brancher partout immédiatement, apporter une présence immédiate, simple, verticale et qui peut faire du bien. Mais aussi la piste pari d'avenir, type Yves Missy si le prix reste raisonnable. Un mec qui clairement sera capable d'assumer le rôle de titulaire malgré son jeune âge. En gros, si je suis les Pacers, je bouge, mais uniquement si j'ai l'occasion de régler le poste 5 de manière intelligente. Mathurin par exemple peut partir en échange, mais si avec lui on me demande un gros pic, j'aurais tendance à calmer mes ardeurs tout de suite. Du coup, à la place du GM, je tente le coup pour un pivot titulaire sans cramer l'avenir. Priorité à un profil fiable, déjà installé si le prix ne flambe pas. Et en deuxième option, un pari plus jeune, à fort potentiel. Pas de coup de poker irréfléchi, pas de chasse à la star. L'objectif est là, éviter d'avoir à trop réfléchir pour construire une raquette cohérente au moment du retour d'Haliburton sans pour autant se mettre à poil à cette deadline. Allez, Miami désormais, une équipe où j'ai l'impression tout peut basculer très rapidement. On est dans un hit qui a changé d'époque, Jimmy Butler n'est plus là et le socle c'est Bam Adebayo plus Tyler Herro avec Wiggins et Powell dans la rotation. L'identité reste très Spoelstra, dur, organisé, capable de gagner une série en faisant jouer l'adversaire à l'envers, sauf que le vrai test c'est le demi-terrain. Bam connecte, Herro crée, mais si tu lui demandes de tout porter à la main, tu le crames, et si tu le laisses juste devenir un finisseur, tu deviens trop prévisible. Et moi, le truc qui change tout, pour moi, concernant cette équipe de Miami, c'est cette espèce d'incertitude autour de ce déséquilibre. Le hit arrive en 2026 avec un vrai point d'interrogation sur ses porteurs de balles, surtout avec le cas Rozier. Donc c'est simple, si Herro est ciblé et que ça devient physique, il te faut un deuxième initiateur fiable, un meneur qui organise et sécurise le ballon, parce que quand une équipe bafouille à la création, directement elle perd son oxygène, et ça, en playoff, ça peut rapidement devenir rédhibitoire. J'adore Davion Mitchell, mais il est peut-être trop limité en attaque malheureusement pour correspondre exactement à ce que je cherche. Donc oui, pour régler ça, tu peux rêver d'un gros coup, mais pour ça, va falloir être malin encore une fois. Le gros fantasme, c'est Ja Morant. Sur le papier, ça se comprend. Pression au cercle, vitesse, avantage créé tout seul. Avec lui, ton attaque a tout de suite une nouvelle identité. Maintenant, je le dis direct, si le prix c'est tes jeunes, tes pics et ta profondeur, c'est un piège, parce que tu prends un risque sur sa disponibilité et derrière, tu n'as plus de plan B. Donc Morant, oui, mais seulement si le prix te laisse une vraie équipe au moins autour de Bam, et peut-être même Herro si possible de le garder. Sinon, je fais juste un petit move comme Pat Riley les aime, sécurité, un meneur fiable, juste pour seconder un petit peu à la création Herro et Mitchell. Tyus Jones pourrait être un joueur à suivre de près dans ce profil, vu que Orlando semble de moins en moins compter sur lui. Et si avec ça, dans un autre trade, je peux aussi avoir un intérieur fonctionnel pour faire souffler Bam sur quelques séquences type Robert Williams des Blazers, je prends aussi. Du coup, voilà comment j'envisagerais ma deadline si j'étais Pat Riley. Je tente Morant, quitte à faire une belle offre, mais je conclue le deal uniquement si Memphis accepte mes conditions. S'ils sont trop gourmands, je lâche l'affaire rapidement pour me laisser le temps de suivre mon plan B. Objectif, arriver en avril avec une attaque plus stable, une rotation plus dense, une création moins dépendante d'un seul mec. Et surtout, je garde assez d'assets pour viser un vrai gros dossier cet été, plutôt que de tout miser sur un gros coup de stress en février. Place à Milwaukee maintenant, une ville où le front office est en plein stress permanent vu comment le projet peut très vite s'écrouler. Actuellement encore, les Bucks sont en mode win now autour de Giannis, et c'est pour ça que la rumeur de son départ revient dès que ça tangue un peu. Sauf qu'à l'instant T, les signaux les plus solides vont plutôt dans l'autre sens. Il est sous contrat et des insiders disent qu'il ne compte pas demander un trade. Donc à la deadline, je pars du principe qu'il reste. Ainsi, Milwaukee doit agir comme une équipe qui veut gagner, pas comme une équipe qui panique. Et le truc, c'est que leur marge de manœuvre est toute petite, donc chaque move envisagé doit être utile, pas juste bruyant. Sur le terrain, le besoin est clair. Pour aider Giannis, il faut de la création simple et de l'aide sur les ailes. Avec l'absence longue durée de Taurean Prince, tu perds un vrai élément de rotation qu'il faut compenser. Mais peu importe, car avec ou sans lui, au vu du roster en playoff, le risque c'est de sursolliciter Giannis et de se faire ouvrir dans tous les sens. Sur une série en 7 matchs, trop de hero ball, ça ne pardonne jamais. Du coup, Milwaukee doit choisir entre deux routes, et parmi ces deux-là, il y en a une que je trouve clairement plus saine. La version dangereuse, c'est de partir sur un gros nom comme Ja Morant juste parce que ça fait rêver. Oui, ça te donne de la création, oui, ça soulage Giannis, mais si tu y laisses tout ce qui te reste comme marge, et y a pas grand-chose, tu peux te retrouver très rapidement dans une impasse encore plus sombre. Et pourtant, faut bouger, faut trouver une solution, y a pas trop le choix en ce moment du côté de Milwaukee. Alors si j'étais les Bucks, je ne construirais pas ma deadline en mode précipitation sur la peur que Giannis parte. Je tenterais de rester serein et de trouver un ailier plus un créateur secondaire, genre Jeremy Grant et Malik Monk, qui peuvent permettre de boucher certaines failles sans sacrifier l'avenir trop rapidement. Par contre, si après ça la saison finit mal et que la rumeur Giannis repart encore plus fort, là ok, on gère l'été différemment. Mais tout chambouler en février de façon complètement irréfléchie pour partir soit sur un all-in, soit sur une reconstruction, je trouve ça complètement précipité du côté des Bucks. Et si on enchaîne avec New York maintenant, pour cette deadline, le truc à comprendre, c'est qu'ils vont pas forcément faire ce qu'ils veulent, mais plutôt ce qu'ils peuvent.
New York est collé au second apron, donc on oublie direct le trade fantasme où tu récupères plus de salaire que tu n'en envoies. Même le marché des buyouts c'est piégeux, s'il y a un vrai nom coupé, les Knicks ne pourront sûrement pas le signer. Résultat, peu de chances que leur deadline ressemble à une révolution. Pourtant, tout n'est pas rose sur le terrain à NYC. Thibodeau ou Mike Brown, c'est le même constat. Quand Brunson est gêné, il manque un deuxième porteur de balle qui ne panique pas, et quand Robinson ou Towns ont un souci de faute ou de match-up, personne derrière n'assure suffisamment pour prendre la relève. C'est dommage, parce que des mecs comme Jordan Clarkson ou Gershon Yabusele ont justement été signés pour ça cet été. Sauf que le premier ne défend pas assez, et le deuxième, visiblement, a du mal à s'adapter à sa nouvelle équipe. Et même si je suis ok sur l'idée que Mike Brown ne les utilise pas toujours comme il faut être honnête, ils ont également leur part de responsabilité, ils ne répondent pas aux attentes tout simplement. C'est justement là que ça devient intéressant, parce qu'en sachant ça, les Knicks vont devoir la jouer fine. En off, dans les rumeurs, on parle souvent d'un package autour d'Yabusele plus Dadier plus quelques seconds tours de draft, parce que c'est une enveloppe qui ne casse pas ta rotation. L'idée de contrepartie contre ce pack est simple, tu cherches un arrière style José Alvarado qui défend et peut tenir la balle pour éviter le mode All Brunson, et si tu peux en plus ajouter un intérieur genre Jock Landale, pas forcément glamour mais susceptible d'assurer en playoff, tu prends sans hésiter. Et là je tiens à le dire, à New York, faut arrêter de balancer des noms complètement irréalistes juste pour faire joli. Si j'étais les Knicks, je ferais un move de petite voire moyenne envergure, mais je le ferais maintenant. On ne touche pas au noyau, pas de blockbuster, pas de panique, mais on ajuste certaines choses pour gommer des faiblesses. On verrouille des détails, on garde l'identité, et on arrive en avril avec une rotation crédible sans s'être dépouillé. Même si les Knicks ont l'habitude des transferts qui font la une, cette fois-ci je compte sur eux pour la jouer de la façon la plus discrète possible. On retient ça du coup et maintenant place au Magic, une autre équipe où il faudra sûrement résister à la tentation du gros nom parce que pour moi l'objectif en ce moment est ailleurs. Orlando, c'est une équipe qui monte en puissance avec un noyau clair autour de Paolo et Franz. C'est une défense pénible quand Suggs et Anthony Black sont sur le parquet. Le souci cette saison, c'est la santé, et ça ralentit l'attaque. Même avec Bane et Black qui nous fait une super saison, les fins de match peuvent devenir très dures, parce que tu te retrouves parfois avec un spacing moyen. Donc la deadline n'est pas là pour tout casser, elle est là pour rendre l'attaque plus fluide et plus lisible. À Orlando, pour moi, le vrai sujet, c'est pas d'ajouter une nouvelle star, mais plutôt de trouver un moyen de gratter plus de possessions en fin de rencontre. Le besoin numéro 1, c'est un créateur secondaire propre, quelqu'un qui stabilise et te donne des possessions quand ça se fige. Dans les rumeurs crédibles, le nom qui colle c'est Colin Sexton. Le problème c'est le prix et le salaire, parce qu'Orlando surveille sa situation financière. Donc si l'équipe va sur Sexton, faudra imaginer un montage intelligent, en évitant de craquer des assets trop vite sur un coup de tête. Et si Sexton c'est trop compliqué, il reste la solution la plus simple du monde, seulement rajouter du tir, quitte à sacrifier un peu la création. Même avec Bane, le Magic a encore besoin de shoot sur les ailes, un 3&D, un mec qui met ses tirs quand il est libéré, et qui sait défendre un minimum, tenir son joueur. Là tu peux viser un profil accessible qui te coûte pas grand chose, ou encore même un pari plus jeune si le prix reste léger. C'est pour ça que si je suis Orlando, je ne fais pas de blockbuster. Tu as déjà mis gros cet été pour ajouter une arme extérieure, et en plus t'as connu pas mal de blessures cette saison, donc pas question de paniquer. L'idée, je le répète, c'est de la création, un peu de scoring et du shoot, mais à mes conditions. Je veux bien sacrifier Tyus Jones, et pourquoi pas utiliser le capital de draft. Par contre, hors de question de toucher au noyau Paolo, Franz, Suggs, Bane. L'objectif, c'est pas de tout bouleverser, c'est d'arriver au printemps avec une attaque plus stable, plus espacée, et une trajectoire intacte. Bref, maintenant qu'on sait ça, on quitte Orlando et on arrive sur une équipe qui a une trajectoire presque inverse, Philadelphie. Dans la ville de l'amour fraternel, l'idée est de trouver un moyen de mieux gérer les minutes sans les stars. Parce qu'évidemment, on le sait, en playoff, l'impact des role-players pour garder un niveau correct, équilibré et performant sur 48 minutes est complètement primordial. Le point de départ des Sixers, il est simple. Quand Embiid et Paul George sont à 100% de leur capacité, ça peut faire très mal sur une série. Le souci, c'est la continuité. Donc tu ne peux pas bâtir ta deadline sur un gros coup médiatique si derrière ton banc te fait perdre le fil du match dès que Maxi va souffler sur le banc. L'urgence, c'est d'améliorer les minutes sans les cadres et de sécuriser des profils utiles en playoff. Surtout qu'à Philadelphie, il faut aussi réfléchir à la luxury tax, donc tu dois penser basket, évidemment sur le terrain, mais aussi facture. C'est pour ça que là encore, pour moi, faut arrêter de rêver d'un gros trade seulement pour contenter les fans. Le besoin numéro 1, c'est un vrai 3&D, un de plus, un gars qui défend, qui met ses tirs ouverts et surtout qui ne devient pas une cible automatique. Dans les profils réalistes, un nom comme Keon Ellis colle bien. Petit contrat, bonne énergie, défense et assez de tirs pour rester sur le terrain. Ça te transforme pas l'équipe, mais ça te solidifie une rotation pour aider Quentin Grimes dans la seconde unit. Mais ça, même pas sûr que ce soit la priorité, car dans la raquette aussi il y a des ajustements à faire. Drummond peut te rendre service, mais selon les match-ups de playoff, ça peut aussi te compliquer la vie. Donc si Philly doit bouger un contrat pour passer sous la taxe, c'est typiquement le genre de pièce qui peut partir. En plus, il fait une bonne saison, et il a une petite valeur sur le marché. Pour le remplacer, j'aime bien l'idée de J.F. d'Indiana. C'est pas un nom qui fait vendre, mais ça te donne un intérieur de rotation qui peut protéger un minimum le cercle, et surtout étirer un peu le jeu sur certaines séquences. C'est une option tactique, pas un titulaire. Après, maintenant, si tu veux vraiment upgrade la qualité de ta rotation en visant plus haut, t'as le fantasme Tari Eason. Défense de malade, activité partout
sur le terrain, profil ultra utile en playoff. Mais bon, faut pas trop rêver, le prix demandé par les Rockets peut vite devenir abusif, donc ça doit juste rester une piste possible en cas de bonne opportunité, pas un plan A. Et là, alors que l'équipe semble pouvoir nourrir quelques ambitions si elle reste en bonne santé et au complet, je pense que cette team va devoir se montrer acheteuse d'ici février. Si j'étais GM des Sixers, je penserais ma deadline en 2 temps. D'abord, je règle le côté finance en étant prêt à sortir un contrat type Oubre ou Drummond si ça m'aide à respirer. Ensuite, j'ajoute au moins un 3&D, et si au passage je peux récupérer un big de rotation type JF à petit prix, je le fais sans hésiter. Par contre, je touche pas à mes cartouches style Jared McCain ou à mes gros pics, à moins qu'un joueur comme Tarizon devienne disponible. Par contre, comme je le disais, il faudra des ajustements, parce qu'un bon parcours des Sixers dépendra forcément de la santé, et donc de la profondeur de la rotation si tout ne roule pas bien. C'est pour ça que là, je veux construire une équipe qui pourra tenir debout même les soirs imparfaits, avec tous les postes doublés, voire triplés. En tout cas, maintenant qu'on a fait ce constat, on enchaîne avec Toronto, une franchise où faudrait pas trop vite confondre accélérer et trop s'exposer. Depuis l'arrivée de Brandon Ingram, le message des Raptors est clair, ils ne veulent plus juste empiler les jeunes, ils veulent peser avec Barnes, Ingram, Quickley, Barrett et Poeltl comme pièces lourdes. Sauf que le puzzle a un souci simple, quand le tempo ralentit, l'attaque se bouche et les soucis de spacing redeviennent flagrants. Généralement, quand tu galères avec ton tir extérieur, tu colmates comme tu peux, mais tu finis toujours par te faire punir. C'est bien le problème en ce moment avec les Raptors. Là pour moi, le spacing et le tir extérieur dans cette team, ça doit être une priorité absolue. Toronto doit acheter du shoot et de la défense au périmètre. Eux aussi, ils ont besoin d'un 3&D qui assure en fin de match, et s'il peut défendre sur le porteur aussi pour éviter de cramer Barnes en lui donnant toutes les missions, c'est encore mieux. Un mec du style Saddiq Bey irait très bien, le genre de profil qui ne demande pas la balle mais qui te font gagner des possessions. À côté de ça, ce serait pas mal d'avoir un plan B derrière Jakob Poeltl. Quand il n'est pas là, la raquette a une trop grosse tendance à se fragiliser, et un mec genre Goga Bitadze, si le Magic le rend disponible, pourrait clairement limiter ça. Enfin, Toronto doit faire attention à la luxury tax aussi, et un nom comme Ochai Agbaji revient justement souvent dans les rumeurs comme un contrat à déplacer si tu veux te donner de l'air sans casser le noyau. Et là je sais que certains fantasment déjà sur un énorme coup du côté du Canada, mais les concernant je voudrais mettre un warning direct. Oui, Toronto se serait renseigné à propos d'Anthony Davis, mais si t'actives ce genre de piste, tu te retrouves vite à sacrifier de la profondeur et plusieurs premiers tours avec un risque énorme qu'il passe sa vie à l'infirmerie. Pour moi c'est pas le bon timing, la ligne intelligente c'est plutôt d'ajouter 1 ou 2 pièces de rotation vraiment utiles tout en faisant attention à la taxe. Ma conclusion est nette, Toronto peut bouger, oui, ils auraient même raison de le faire, mais ce serait une erreur de tout bouleverser. Des pistes de 3&D ou de pivot backup peuvent être explorées si une opportunité se présente. Ceci dit, si un all-in doit se faire, je pense qu'il faut attendre l'été, parce que l'équipe tourne plutôt bien actuellement, et je pense que les dirigeants ont envie de voir ce qu'elle donne en l'état. Mais allez, il est temps de terminer cette vidéo avec Washington, et avec eux, c'est important, il ne faut pas se tromper de lecture. Washington, c'est un rebuild en cours avec déjà un cerveau offensif élite dans la maison. Le 7 janvier, ils ont récupéré Trae Young, et c'est déjà un énorme move. Sauf que pour le moment, on le soigne, on l'économise pour l'an prochain, et l'équipe reste en mode développement autour de Sarr, Koulibaly, George, Carrington et Trey Johnson. La franchise est patiente, fait des tests, et je pense que c'est cohérent. De toute façon, avec le coup dur Cam Whitmore et sa blessure début décembre, il y a encore moins de raisons d'accélérer. Donc non, je pense pas que désormais les Wizards se montrent vraiment acheteurs d'ici la deadline. Leur gros coup, ils l'ont déjà fait. Par contre, je pense plutôt qu'ils vont profiter de l'opportunité pour faire un petit peu de ménage dans la maison. Washington n'a aucun intérêt à accélérer trop vite cette année. Tu ne vas pas te saboter le futur pour gratter 3 victoires, surtout quand tous les signaux sont verts pour que l'équipe chope un bon pic de draft. Ce serait con de se priver de ça. Donc la deadline ne doit servir qu'à une chose, gagner des assets, de la flexibilité et obtenir une rotation plus claire. Il y a aucunement besoin d'aller chercher un nom sympa juste pour être un peu moins mauvais. Du coup, le cœur du dossier, pour moi, avant tout, c'est de réussir à vendre intelligemment. Chris Middleton, c'est typiquement le vétéran qu'on peut intégrer vite dans une équipe qui vise les playoffs. Taille, tir, création secondaire, expérience. Son contrat est lourd, mais c'est justement pour ça qu'il peut rentrer dans des montages de contenders qui veulent progresser sans tout casser. Marvin Bagley, pareil, un intérieur de rotation qui peut scorer près du cercle et prendre des rebonds sur 15 minutes, ça peut aller voir ailleurs. Si tu récupères de la valeur et que ça libère des minutes propres pour Sarr et Vukcevic, tu prends. En gros, Washington doit écouter le marché et viser soit de la jeunesse, soit du potentiel, soit des pics, soit un mix de tout ça. En vrai, si je suis les Wizards, je n'achète rien, zéro, nada. Je mets Middleton sur le marché et je le bouge si le retour est vraiment intéressant. Bagley pareil, j'écoute les offres sans émotion et je valide un truc si ça me donne de la valeur et une hiérarchie plus propre. En échange, je fais le truc le plus logique quand on est dans un rebuild. Je prends des pics, je prends de la flexibilité et je veux bien absorber un contrat gênant d'une autre équipe si en échange on me donne de la draft. Les seuls ajouts que j'accepte. À part ça, c'est des profils qui serviront déjà à la version 2026-2027 autour de Trae. Le but pour Washington, c'est d'observer le tank se mettre en place sur la deuxième partie de saison et de préparer la suite, rien d'autre.
Mais vous de votre côté, vous feriez quoi d'ici le 5 février avec le roster de votre team préféré? Vous iriez chercher de la grosse star ou vous resteriez plus prudent comme je l'ai fait pour la majorité des teams dans cette vidéo? Balancez-moi absolument tous vos plans dans les commentaires, j'ai super hâte de découvrir et de lire tout ça. À côté de ça, c'est important, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo, parce que vous le savez, avec la deadline qui approche, il peut y avoir une bombe à tout moment et une nouvelle vidéo peut tomber n'importe quand. Et pour finir, si l'épisode vous a plu, go lui mettre un boost avec la nouvelle fonctionnalité pour le mettre en avant dans l'algorithme. Tout ça c'est super important, alors je compte sur vous la team, et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le même contenu sur la conférence Ouest.